Bien, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue dans ce webinaire du Cercle Vulnérabilité et Société consacré aujourd'hui aux enjeux du vieillissement de la population en France, mais à l'échelle des communes, c'est-à-dire au plus près de la vie quotidienne des Français. Dans l'heure qui suit, nous allons tenter d'éclairer de façon concrète et pragmatique cette question qui finalement ne se hisse jamais au rang des grandes priorités, que ce soit au niveau national ou local, alors que les plus de 65 ans vont représenter en France un quart de la population en 2040. Donc un enjeu important, un défi même, qui reste largement sous les radars et qui est encore cantonné à une approche transversale, pour ne pas dire marginale, dans les programmes des candidats aux élections, aux prochaines élections municipales. Et sans parler de l'État qui est plus ou moins, depuis pas mal de temps, aux abonnés absents. L'objectif de ce webinaire est ambitieux donc, et c'est pourquoi nous avons le plaisir d'accueillir des invités tout aussi ambitieux, grâce à qui, je l'espère, nous pourrons repartir avec des idées et des solutions concrètes, facilement réalisables, voire même peu ou pas coûteuses. Merci à Véronique Besse, Yann Lanier et Tariq Ghezali pour leur participation. Je vais vous présenter tout de suite et rapidement. Véronique Besse, vous êtes députée de la Vendée, présidente du groupe d'études Longévité et adaptation de la société au vieillissement à l'Assemblée nationale. Vous êtes vice-présidente de l'Union nationale des CCAS. Vous avez été conseillère départementale de la Vendée pendant un moment et je crois que Véronique Besse elle est partie, elle va se reconnecter, je l'espère. Mais comme elle se connaît, je vais continuer sa présentation. Et donc, elle a été donc également maire des Herbiers pendant 8 ans, une commune d'environ 16 000 habitants. Tariq Ghezali, vous êtes cofondateur de la Fabrique du Nou, qui est un laboratoire d'innovation sociale pour une société plus fraternelle. Également co-auteur d'une étude qui s'intitule « Le pouvoir de fraternité des maires » pour la Fondation Jean Jaurès. Et vous avez accompagné depuis près de 20 ans des dizaines de projets innovants d'intérêt général, notamment à l'échelle locale. C'est ça qui va beaucoup nous intéresser ce matin. Et enfin, Yann Lanier, délégué général de l'association Les Petits Frères des Pauvres, qu'on ne présente plus, une association qui, comme chacun le sait, lutte contre l'isolement et la solitude des personnes âgées. Et Yann est co-auteur de Bien vieillir, 50 solutions pour les territoires, aux éditions Les Petits Matins. Je vous montre l'ouvrage. J'espère que vous le voyez. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Voilà. Je pense que là, vous le voyez. N'hésitez pas à vous le procurer. Il est très complet. Bien, nous allons commencer par quelques questions rapides pour mieux cerner les enjeux et les approches possibles avant d'arriver à l'essentiel, c'est-à-dire vos propositions concrètes à destination des équipes municipales. Et puis, nous répondrons aux questions des participants et j'invite les participants d'ailleurs à poser leurs questions dans le fil Q&R, voilà, sur leur interface. Voilà, si tout le monde est prêt, ma première question est la suivante, question donc rapide. On va commencer avec vous, Véronique Besse, et puis Yann Lanier. Pour vous, quels sont les 2, voire 3 chiffres les plus parlants qui montrent l'urgence d'une politique globale du bien vieillir en France, politique qui est évidemment dans laquelle évidemment les communes ont un rôle à jouer? Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez, c'est bon? Alors je vous affiche parce que voilà, vous n'étiez plus à l'écran et vous y êtes. Oui, j'ai eu un petit bug. Alors en fait, c'est pas 2 chiffres ni 3, c'est 4 chiffres pour moi qui sont importants, très rapidement. Le premier concerne les plus de 65 ans qui représenteront un quart de la population en 2040. Le deuxième chiffre, c'est nous avons aujourd'hui à peu près 2 millions de personnes âgées en perte d'autonomie et ce chiffre sera multiplié par 2 en 2050. Troisième chiffre, un actif sur 4 sera aidant en 2030.
parce qu'on ne parle pas souvent des aidants, mais je pense qu'il faut en parler quand même. Et le quatrième chiffre, c'est que 85% de nos anciens souhaitent passer leur vieillesse à la maison. Ils souhaitent vieillir à la maison. Donc, en fait, un petit panel de plusieurs chiffres pour montrer l'urgence de la situation. Merci. Yann? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Edouard, merci de ton invitation. Alors, moi j'ai respecté la consigne, Véronique, elle l'a multiplié par 2 déjà. J'ai sélectionné 2 chiffres. 750 000, le premier, ça vous étonnera pas. 750 000, c'est le nombre de personnes en mort sociale dans le dernier baromètre, le nombre de personnes, pardon, de plus de 60 ans en situation de mort sociale. C'est issu du dernier baromètre solitude et isolement des petits frères des pauvres que nous avons publié le 1er octobre dernier. Donc, c'est des chiffres récents. La mort sociale, ça veut dire des personnes coupées des 4 cercles principaux de sociabilité. Et derrière ce chiffre, nous avons 2 millions de personnes en situation de grande fragilité en matière de relations sociales. Et puis l'autre chiffre que je voulais, comme ça en introduction, vous partager, c'est 651 000. 651 000, c'est le nombre de décès dans notre pays en 2025. Et pour la première fois, la presse s'est beaucoup fait l'écho de ce croisement des courbes, mais le nombre de décès a été supérieur au nombre de naissances. 645 000, c'est le nombre de naissances 2025 dans notre pays. Donc, on est face effectivement à un problème de vieillissement de la population, mais qui se double en plus d'une question autour de la dénatalité, du baby crack. Enfin, on commence à avoir des mots un peu marketing qui se posent là-dessus, mais on ne pourra pas décorréler les situations tant du vieillissement de la population que de la baisse de la natalité dans les politiques à mettre en œuvre à l'avenir. Merci Yann. Tariq? Oui, moi j'ai un chiffre sur le logement, et un chiffre dont on ne parle pas assez, mais qui me frappe, moi, qui est un peu plus large et qui indique qu'un quart des ménages français vivent dans des logements qui sont sous-occupés de manière accentuée, c'est-à-dire qui sont trop grands pour les personnes qui les occupent, qui ont au moins 3 pièces en plus. Et donc, vous avez plus de 7 millions de logements en France qui sont occupés essentiellement par des personnes de plus de 60 ans. C'est pour ça que j'ai pris ce chiffre. Et donc, c'est à la fois un défi parce qu'on a toutes ces personnes qui vont vieillir dans des logements trop grands, ce qui pose des contraintes en termes d'adaptation, de solitude, voilà, de comment bien vieillir chez soi. Mais en même temps, c'est une opportunité et c'est peut-être une façon d'aller parler aux maires qui ont tous, ils font face à des problèmes de logement sur leur territoire, notamment de logement étudiant, une grave crise du logement étudiant. Eh ben, vous avez 7 millions de logements qui peuvent accueillir aujourd'hui des personnes, par exemple, en cohabitation intergénérationnelle. C'est une solution dont on va reparler, je pense, et qui est l'idée de faire cohabiter des personnes âgées qui ont des besoins et des étudiants en manque de logement. Il y a des milliers de binômes qui sont déjà faits en France et c'est une solution qu'on peut industrialiser aujourd'hui avec des opérateurs associatifs comme Ensemble de Génération ou Cohabilis. Et j'aime bien ce chiffre parce qu'il à la fois il pointe un problème, mais il porte en lui aussi une solution qui peut parler aux maires et leur donner le pouvoir d'agir sur ce sujet au-delà du bien vieillir. Et je pense que c'est un enjeu, si on veut intéresser les maires, il faut montrer que le bien vieillir porte des solutions pour tout le monde. Merci Tariq. Effectivement, alors merci pour l'ensemble de ces chiffres. Concrètement, selon vous, et là aussi, réponse rapide comme vous venez de le faire, c'est très bien, je vous remercie. Concrètement, selon vous, quel est le risque majeur à ne pas agir au niveau des communes? Je dis bien au niveau des communes. Et parallèlement, quelle serait l'opportunité ou le bénéfice principal si les maires prenaient à bras-le-corps le sujet de l'adaptation de leur commune au vieillissement de la population? Tariq. Merci Edouard. Le risque et l'opportunité, je vais prendre l'exemple que je viens de donner sur ces logements vides sous-occupés qui en même temps peuvent être des solutions de logement pour d'autres publics. Et donc, c'est à la fois un risque et une opportunité. Un risque à ne pas agir sur… je voudrais parler d'un type de territoire que je connais pas mal pour avoir beaucoup travaillé sur des projets les concernant, c'est les quartiers politiques de la ville. Et tous les maires, beaucoup de maires en France ont des quartiers politiques de la ville, plus de 5 millions d'habitants. On a toujours vu ces quartiers comme des quartiers qui sont des quartiers de jeunes, et c'est vrai, c'est des quartiers plein de jeunesse, mais qui sont en train de vieillir rapidement, et ça, on ne le voit pas trop. Et on risque d'avoir un gros problème, un gros choc par rapport à ça.
Les pouvoirs publics, les maires commencent à s'en rendre compte, l'ANRU, la Caisse des dépôts notamment, aussi la Banque des territoires. Mais on a des quartiers qui, depuis longtemps, on les a vus comme des quartiers de jeunesse, qui sont en train de devenir des quartiers de personnes qui vieillissent et qui vieillissent rapidement depuis 10-20 ans. Et ça pose des grands défis, d'autant plus que les personnes âgées qui vivent dans ces territoires, eh ben, elles ont moins de revenus, elles ont problème d'ascenseur, elles ont problème de services. Et donc, il y a urgence à agir, sinon c'est une bombe qui va exploser et qu'il faut adresser. Et malheureusement, sur ce sujet, comme sur le sujet du changement climatique, on prend conscience des problèmes quand il est un peu tard pour agir. On a toujours un temps d'inertie. On sait qu'il y a un problème de changement climatique, on sait qu'il y a un problème de bien vieillir. Et il y a une inertie à agir. Or, il faut agir en anticipation, il faut agir avec un temps d'avance. Et c'est ce défi qu'on doit relever. Comment agir sur un problème qu'on voit, mais qui n'explosera que dans 10, 15, 20 ans. Et là, ça sera trop tard pour faire l'investissement nécessaire. Et c'est un vrai défi qui se pose à nous, cette espèce de dysynchronie entre la nécessité d'agir maintenant et les résultats à long terme. Merci Tariq, c'est très clair. Véronique Bess. Alors moi, je pense que la priorité, c'est que on mette, alors c'est très simple, c'est basique ce que je vais dire, mais je pense que c'est l'essentiel, c'est dans toutes nos réflexions, on pose le problème, enfin pas le problème, mais on parle de la personne âgée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle du vieillissement que d'une manière négative. Il y a une phrase, je trouve, qui est très intéressante. On accueille les jeunes enfants et on prend en charge les personnes âgées. On a tout dit quand on dit ça. C'est-à-dire qu'on accueille, ça veut dire que c'est plutôt joyeux, et on prend en charge, on voit la lourdeur du problème. Il ne faut pas faire ça. Il faut pas que la vieillesse soit un poids pour la société, parce qu'autrement, on ne s'en sortira pas. Donc, il faut mettre au cœur de toutes nos réflexions, et quand on est maire, j'ai été maire, donc je sais de quoi je parle, il faut qu'on parle des personnes âgées comme on parle de la jeunesse, comme on parle des enfants, avec des solutions très pragmatiques. Donc ça, c'est la première chose, qu'on ait cette réflexion vraiment dans la tête, et que dans tous nos projets, on se dise, tiens, et après tout, pour nos anciens, alors qu'ils soient valides ou en perte d'autonomie, comment on peut les intégrer dans tel ou tel projet. C'est un sujet aujourd'hui qu'on voit aussi, c'est un danger que par le petit bout de la lorgnette financier, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on n'en parle que comme une charge. Alors certes, il faut des financements pour accompagner notamment la dépendance, mais en fait, c'est une lourdeur aussi financière. Alors on dit, ah bah, il n'y a pas d'argent, nos anciens coûtent cher, on l'entend ça. Et ça, il faut éviter de dire trop ça. Il faut plutôt essayer de trouver des solutions qui sont liées au terrain. Et les maires ont vraiment un rôle à jouer. Moi, je crois beaucoup au terrain. De toute façon, il n'y a plus d'argent au niveau de l'État. La loi de programmation, moi, je suis très pessimiste, on ne l'aura sans doute pas. Donc, il faut qu'on s'appuie sur le terrain. Mettre au cœur de nos réflexions la personne âgée. Et je pense aussi, on y reviendra peut-être dans le détail, mais que, je le dis aux élus qui nous écoutent ou aux professionnels, je pense que le modèle économique de l'EHPAD traditionnel qu'on connaît, il est à bout de souffle, et que le modèle aussi du domicile, il faut le repenser. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, d'ailleurs, nos anciens, il faut les accompagner, ils veulent rester à domicile pour vieillir. Bon, on les accompagne. Mais tout ça, c'est lié à la formation, c'est lié à la sécurité, à la prévention. Donc, il faut s'appuyer sur ce qui existe déjà. Il y a des choses qui existent très concrètes sur le terrain, qui ne coûtent pas cher. Et dans les communes, moi j'ai fait un petit tour de France et j'ai vu des choses extraordinaires qui peuvent être dupliquées ailleurs. Donc, ne pas attendre tout de là-haut, comme on dit, parce que je pense que les solutions ne viendront pas forcément de là-haut, mais il faut tout repenser, et surtout repenser en mettant le souhait et les souhaits de nos personnes âgées au cœur de notre réflexion, et de ne pas penser à leur place, d'arrêter de penser à leur place. Merci beaucoup. Alors, vous avez un petit peu anticipé ma prochaine question, mais ce n'est pas grave, vous compléterez ensuite. Yann, pour la question sur les risques opportunités, Oui. de s'occuper ou de ne pas s'occuper de cette question.
Mais, comme le disait Tariq, où il allait paraphraser Jacques Chirac sur La maison brûle et nous regardons ailleurs, ce mandat-là va être sur la question des personnes âgées, un mandat effectivement où pour les équipes en place après le 22 mars, la question qui se posera, c'est de prendre le virage du vieillir. Et je vous expliquer pourquoi après je ne dis pas forcément bien vieillir, ou de ne pas prendre ou de rater ce virage. Et je pense que 6 ans après, pour les communes qui soit n'ont pas pris ce virage, soit qui ne l'ont pas bien négocié, eh bien on fabriquera sur le territoire du mal vieillir. On parle beaucoup de bien vieillir, on en fait un slogan souvent, mais il faut aussi qu'on s'interroge sur les lieux où, en fin de compte, on fabrique du mal vieillir. Et je crois vraiment que c'est quelque chose qui va être important enfin le risque effectivement pour répondre à ta question Édouard, c'est les communes qui ne prendront pas ce virage ou qui le négocieront mal et qui vont perdre de la qualité de vie, qui vont perdre de l'attractivité et qui vont en quelque sorte fabriquer du mal vieillir sur le terrain. Prendre le virage et fabriquer du bien vieillir, comme l'a dit Véronique, moi, je souscris aux côtés. Je pense que la commune, la communauté de communes, quand on est dans des territoires très ruraux, est un bon échelon pour pouvoir agir. Alors, pas forcément sur la perte d'autonomie, parce que enfin sur la prise en charge de la perte d'autonomie, parce que là, c'est pas directement une compétence communale, mais en tout cas sur les dispositifs de prévention. Et puis pour là aussi faire un rapport avec l'enfance que Véronique a fait également tout à l'heure. On a su, il y a 40 ans, mettre les villes à hauteur d'enfant, en adaptant la ville à l'enfant. Il y a plein de dispositifs qui ont pu être pensés. Il faut maintenant, au vu de la démographie de notre pays, le faire pour les personnes âgées. Et donc, j'y reviendrai certainement après, mais je pense que tous les pans de l'action municipale doivent être passés au tamis de leurs bienfaits pour les personnes âgées. Et ça veut dire s'interroger sur les budgets existants et pas forcément engager des dépenses nouvelles. Donc, c'est vraiment une question de changement de regard et de prisme. Mais en tout cas, l'opportunité, à mon sens aussi, c'est comment aujourd'hui, en mettant la personne âgée au cœur de son projet municipal, on fait aussi des fragilités, de la vulnérabilité, eh bien, quelque chose qui va contribuer au bien-être global de la population. C'est-à-dire, je crois que plus on s'intéresse aux vulnérables, plus on apaise l'espace public. Et il y a certainement des choses à faire dans le mandat là-dessus. Bien, merci. Alors, vous avez, bon, tous les deux un peu anticipé. Donc, la prochaine question, c'était vraiment un peu sur l'approche que vous avez, à laquelle vous avez répondu, mais du coup, je vais relancer peut-être Tariq sur cette question. Est-ce qu'il faut, à votre avis, encore compter sur l'État, les départements, ou bien miser davantage sur l'engagement citoyen? Moi, je vais, enfin, dans la lignée de ce de ce qu'ont dit Véronique et Yann sur comment les maires et comment les élus peuvent se saisir de ces sujets-là. Je pense qu'il y a un vrai enjeu à recréer du désir sur la politique du bien vieillir. C'est pas un hasard si désir rime avec vieillir. Mais finalement, aujourd'hui, comme le disait Véronique, c'est vu comme une charge, comme un coût, comme un sujet triste. Moi, ça fait 20 ans que je travaille avec des élus. Et il y a quand même un truc de base qui est que les élus, l'élu en général, a envie de travailler sur des sujets qui les excitent, qui sont désirables. Donc, comment recréer de la désirabilité sur cette politique pour pas en faire une politique sectorielle, thématique, coûteuse, un peu triste, et en faire quelque chose de désirable et de passionnant, avec deux types de désirabilité. Une désirabilité rationnelle. Vous l'avez dit, une ville qui s'adapte au bien vieillir, elle est plus agréable pour tous. On y marche mieux, on y respire mieux, on se déplace mieux. Désirabilité rationnelle aussi en termes d'emploi. Bon, je ne vais pas y revenir, c'est évident, les emplois créés. En termes de coûts évités, plus on prend bien soin des personnes âgées, notamment chez elles, plus ça fait des économies, des retards d'entrée en établissement, donc des économies pour la sphère publique. Toute cette désirabilité rationnelle, je trouve qu'on est pas mal et que globalement, il y a des chiffres, il y a quelque chose. Mais plus sur l'émotion, la désirabilité émotionnelle, on est pas encore au taquet. Moi, je voudrais donner un exemple qui m'inspire, puisque Edouard, tu nous as incité à être dans les solutions.
et qui est une maison de retraite qui est à Marseille, qui s'appelle les Jardins d'Haïti, que vous connaissez peut-être, et qui est donc une maison de retraite qui s'occupe de personnes âgées plutôt dépendantes, et qui est un vrai lieu de vie désirable, qui a eu beaucoup de médiatisation, mais qui est un vrai lieu qui fonctionne. Déjà, il ne s'appelle plus EHPAD, il s'appelle Maison à vivre. Il tient, voilà, tout est dit là-dedans, il y a une pulsion de vie dans ce lieu. Et il dit le monde ne peut, mes résidents ne peuvent plus aller au monde, je vais amener le monde à mes résidents et mes résidentes. Et du coup, il y a un espace de coworking, il y a une résidence jeune, il y a une crèche, il y a un restaurant, il y a des apéros, il y a une école de musique. Il y a énormément d'activités qui se passent sur cet endroit qui est donc ouvert, sans qu'il y ait plus d'accidents. Son taux d'accident est le même, mais en revanche, il a une qualité d'attention aux personnes âgées qui sont là qui est beaucoup plus importante parce qu'il y a beaucoup plus de monde, donc il améliore la qualité de son service. Et en plus, ses salariés restent, ils sont fidèles, il y a un turnover très bas, et il y a une énorme liste d'attente. Voilà un objet désirable. Dès qu'il y a un nouveau ministre, il vient visiter le jardin d'Haïti en disant c'est formidable, et il repart et il ne se passe rien, et c'est dommage, mais ce n'est pas forcément plus cher. Donc, pour répondre, on peut faire des choses différemment, notamment sur les EHPAD. Aujourd'hui, il y a une trentaine, cinquantaine d'EHPAD en France qui adoptent d'autres modèles et qui adoptent des modèles un peu de tiers-lieux, qu'on pourrait appeler des care-lieux, des lieux du soin qui s'ouvrent. Et d'ailleurs, la CNSA soutient cette démarche et finance et accompagne les EHPAD, mais c'est quelque chose sur lequel on pourrait accélérer et sur lequel on doit aller plus fort. Et évidemment, qu'il y a un enjeu aussi à concrétiser tout le gisement d'énergie bénévole qui existe aujourd'hui en France. Une récente étude de la Fondation Jean Jaurès disait que plus de 4 Français sur 10 avaient au moins 1 ou 2 heures à donner de bénévolat dans son quartier ou sa commune. On a un gisement très important de mobilisation citoyenne qui est là, qui est encore insuffisamment concrétisé. On va en parler après dans les solutions concrètes. Donc, on n'est pas dans le hard, on n'est pas dans l'adaptation des maisons, des routes, des transports, on est dans le soft, comment on recrée du lien humain et de la mobilisation citoyenne. Moi, je pense que c'est fondamental et donc il y a une espèce d'infrastructure sociale sur laquelle il faut investir pour libérer cette énergie citoyenne. Il y a des solutions comme les petits frères des pauvres, comme l'heure civique senior, comme une plateforme qui s'appelle Bebop qui travaille avec les départements. Donc les solutions sont là, mais on est à un moment où il faut sortir du soutien un peu saupoudré et se dire on a besoin d'une infrastructure sociale partout en France pour libérer l'énergie citoyenne parce qu'il y a un gros potentiel. On ne va pas y arriver juste avec des professionnels, des lieux, des financements publics. À côté de ça, il faut mobiliser la disponibilité des gens pour prendre soin des aînés. Et c'est un chemin. Moi, j'aime bien cette formule de dire on passe de l'État-providence à la société-providence. Donc, l'État continue à jouer son rôle, mais finalement, tout le monde est acteur de la providence au sens de l'État social. Et c'est un vrai enjeu aujourd'hui d'arriver à libérer l'énergie citoyenne. Ça se passe localement et il y a beaucoup de solutions qui existent pour permettre, parce qu'il faut une ingénierie pour permettre cette mobilisation citoyenne. Ça ne se fait pas spontanément. Mais si vous créez l'ingénierie, beaucoup de gens sont prêts à se mobiliser. On pourra y revenir dans les questions et dans les exemples sur comment passer à l'acte là-dessus pour libérer cette énergie citoyenne. On va y arriver. Merci Taïk. Encore une toute petite question pour Yann et Véronique Besse. Vous vous adressez à différentes équipes municipales. Vos conseils, sur quoi investir en priorité, pourquoi, voirie, mobilité, logement, l'offre d'habitat intermédiaire, le lien social, la prévention, est-ce que vous voyez quelque chose d'une approche prioritaire se dégager ou il faut absolument une approche transversale? Compte tenu du fait que là, on pense à la prochaine mandature et compte tenu du contexte financier défavorable. Oui, alors moi, je prends la main. Juste, je pense qu'il faut donner déjà plus de liberté aux maires. En matière d'accompagnement des personnes âgées, c'est quand même, il y a un carcan en fait. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Et il faut donner plus de liberté, que ce soit pour le logement, pour l'accès aux soins, pour la formation, pour l'accompagnement, etc., pour la prévention. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ma ville, on a un peu bousculé les choses par rapport aux problèmes que l'on avait. Et je dis ça parce que ce n'est pas pour parler de ma ville, c'est la ville des Herbiers en Vendée, mais c'est pour dire que ça peut être transposé ailleurs. Par exemple, on avait un problème de formation de personnel, notamment d'aides-soignantes. On a créé, avec un lycée professionnel à côté, on a créé au cœur d'un des EHPAD, au cœur d'un des 3 EHPAD, une formation d'aide-soignante. Alors, il a fallu un peu faire du rentre-dedans avec l'ARS, mais finalement,
tout le monde est ravi. Donc, les jeunes qui sont en formation, une petite douzaine, sont après en travaux pratiques au sein de l'EHPAD et ailleurs aussi. Mais je veux dire, ça met de la vie dans l'EHPAD et en plus, il y a les travaux pratiques juste à côté. Bon, mais il a fallu, c'est énormément d'énergie, il faut sortir des schémas et des carcans habituels. Toujours dans un EHPAD aux Herbiers, on a créé depuis le 1er janvier dernier une unité de soins palliatifs dédiée aux personnes âgées de l'EHPAD, mais aussi de l'extérieur. Aujourd'hui, il y a 600 personnes qui sont en attente. C'est énorme. Alors, ça va bien au-delà de la Vendée, parce qu'il y a un besoin. C'est une unité. Sur la base du volontariat, le personnel s'est formé pour accompagner les personnes en fin de vie, etc. Et ça sort aussi des carcans. Mais l'ARS a suivi. Quand on explique, quand on est pragmatique, on peut sortir des schémas, mais ça demande beaucoup d'énergie. Donc, ce que je dis, c'est que les maires, quand ils ont déjà une volonté politique d'accompagner les anciens par rapport à un problème, une solution, quand ils ont l'énergie, il faut avoir l'énergie d'aller se battre avec l'ARS et d'enfoncer un peu les portes, hein, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Et du coup, l'ARS, qui est financeur quand même, dit, et puis le département, c'était plus simple, mais qui s'occupe naturellement des personnes âgées. Mais quand on prouve que ça fonctionne, du coup, l'ARS dit, ah ben c'est OK, ben d'ailleurs, on va le faire ailleurs, etc. Donc, il faut avoir cette énergie, il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot, si je puis dire, en disant, ben c'est comme ça, c'est comme ça. Je pense que quand il y a une volonté politique, le reste suit. Donc, beaucoup de pragmatisme. Et parce qu'autrement, le risque, c'est d'attendre une loi de programmation qui n'arrivera peut-être jamais. Le risque, c'est d'attendre des financements qui n'arriveront peut-être jamais. Le risque, c'est de du coup voir la souffrance de nos anciens, le mal-être des familles et le mal-être aussi du personnel. Parce que si rien ne bouge, aujourd'hui, en fait, il n'y a pas beaucoup de solutions qui arrivent de là-haut, hein, si je puis dire. Donc, c'est des petits trucs. Bon. Et en fait, il faut beaucoup de pragmatisme et la volonté politique et j'allais dire, le bon sens du terrain. Merci Véronique. Allez, Yann, sur cette dernière question, et après, on enchaîne sur vos propositions de solutions. Alors, deux premiers conseils à celles et ceux qui soit poursuivront leur mandat, soit seront des néo-élus qui arrivent en fonction. Premièrement, c'est de vous intéresser vraiment finement à la démographie de votre territoire. Et je pense qu'il faut arriver à se projeter jusqu'à la fin du mandat et puis même à horizon de 10 ans. La dynamique la dynamique du territoire est un petit peu inscrite. Vous pouvez avoir aujourd'hui des territoires où la problématique du vieillissement n'est pas très élevée, mais elle peut le devenir assez rapidement. Je rappelle toujours que quand on parle de vieillissement de seniors, ça c'est un truc qui m'étonne toujours. On ne sait pas bien de quel âge on parle en fin de compte, quoi, hein, et que de plus en plus, on a quand même une question autour des jeunes seniors, soit jeunes retraités ou soit même de l'accompagnement des personnes dans les dernières années de leur vie professionnelle. On a des seniors qui sont tout à fait, enfin qui sont en retraite et qui n'ont pas de problème d'autonomie. Et puis après, on a des questions autour du grand âge, voire du très grand âge, c'est-à-dire que la gestion des nonagénaires, des centenaires va être une question là aussi totalement nouvelle, notamment sur le domicile. Donc l'une des premières choses, c'est vraiment de pouvoir regarder les dynamiques démographiques et les dynamiques territoriales. Je vais prendre les associations hein, comme exemple. Si vous remarquez en début de mandat que les conseils d'administration de vos associations présentes sur le territoire ont déjà des moyennes d'âge extrêmement élevées, qu'il y a peu de renouvellement, vous risquez, si vous n'accompagnez pas une dynamique nouvelle, de voir se construire sous vos yeux des déserts associatifs. On parle beaucoup de déserts médicaux, de déserts sanitaires, de déserts commerciaux. Les déserts associatifs, c'est quelque chose qui peut arriver demain, malgré, quand on regarde les chiffres nationaux, une grande vitalité sur le territoire.
Et puis par rapport à la question que tu posais, Édouard, c'est-à-dire soit une politique sectorielle, soit quelque chose qui englobe le tout, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense vraiment qu'il faut avoir une vision extrêmement globale du vieillissement, parce que cette question-là s'invite dans toutes les politiques publiques qu'une collectivité peut être amenée à mettre en œuvre, que ce soit la communication, la culture. Tariq parlait des trottoirs, de la voirie, des déplacements doux, du transport à la demande. Enfin, on a vraiment tout le panel aujourd'hui des politiques publiques qui doit avoir un œil vieillissement, et c'est pour ça que, et je terminerai là-dessus, l'autre conseil que je me permets pour les élus ou futurs élus qui seront là, votre futur maire adjoint aux seniors, au vieillissement, il faut, enfin, c'est pas une délégation croupion comme on l'écrit dans ce livre avec Boris Venon. C'est vraiment, enfin, il faut vraiment que la personne soit aussi ait des vraies qualités d'innovation et d'anticipation de l'avenir. Merci Yann. Alors pas mal d'élus locaux nous écoutent, ils seront peut-être à nouveau en charge au sein des équipes municipales. On va passer à la dernière question, la plus importante, hein, et pour être tout à fait conforme à la promesse de ce webinaire. Pour chacun de vous, est-ce que vous pouvez nous donner des solutions vraiment très concrètes, peu, voire pas coûteuses, que vous pourriez suggérer donc justement aujourd'hui à une équipe municipale, en essayant aussi peut-être de nous indiquer quels seraient les bénéfices attendus par rapport à ces propositions que vous allez émettre. Véronique Besse, vous ouvrez le bal? Allez, j'ouvre le bal. Et n'oubliez pas aux participants, si vous avez des questions, utilisez bien le fil Q&R pour qu'on puisse ensuite les poser à nos intervenants. Véronique Besse. Alors, moi, j'ai 3 propositions à faire. La première, elle s'adresse plutôt aux jeunes retraités. Parce que moi, je trouve qu'il y a une cassure à partir du moment où vous arrêtez de travailler. Il y a une cassure et on se passe d'expérience, d'expertise d'un certain nombre de personnes. Et j'en parle en connaissance de cause. On connaît tous des gens qui se sont arrêtés peut-être quelquefois assez brutalement, qui ont été chefs d'entreprise ou élus aussi, ou d'autres fonctions, et qui du jour au lendemain, c'est très compliqué, ils ont fait le choix d'arrêter, mais ils n'ont pas forcément mesuré les problèmes que ça allait poser, notamment pour eux, parce que la vie sociale s'arrête un peu. Donc la première proposition que je fais aux élus, aux futurs élus, c'est de créer une réserve civique senior. Bon, le terme est peut-être un peu pompeux, mais en fait, c'est sur la base du volontariat aussi, c'est une petite réserve. Et en cas pour n'importe quelle, j'allais dire, sollicitation, ils peuvent réagir. C'est-à-dire que ça soit dans une commune, un fait important qui arrive lié au social, je ne sais pas. Alors, ça existe déjà dans le social parce que pour la canicule, pour le Covid, on a eu des mobilisations de personnes, de bénévolat. Mais là, ce serait créer une réserve en fonction des aptitudes de personnes. On peut, par exemple, un chef d'entreprise peut accompagner des jeunes en reconversion, en recherche d'emploi ou des personnes en reconversion, etc. Ce sont des gens qui ont du temps, qui ont encore une fois une expérience et une expertise. Donc, créer un petit peu c'est des gens qu'on associe toujours au quotidien de la commune. Et quand il y a des choses qui se passent un petit peu nouvelles, on se dit, tiens, bon, on va demander à un tel. Des gens qu'on peut mobiliser assez facilement, encore une fois, sur la base du volontariat. Deuxième proposition, c'est de flécher un élu au vieillissement. Alors, ça n'a rien à voir avec l'élu aux affaires sociales, qu'on a souvent dans nos communes, mais un élu au vieillissement, c'est-à-dire que c'est un monsieur ou une madame qui a le réflexe de dire dans tous les projets, quand on regarde des projets en conseil municipal ou en bureau municipal, peu importe, on se dit, mais est-ce qu'on a pensé à nos anciens? On le fait pour les enfants, on ne le fait pas forcément on ne le fait jamais d'ailleurs pour nos anciens. Je pense, là, le projet, c'est une piscine. On va créer une piscine. On pense toujours à comment on va emmener les enfants, les petits, les bébés nageurs, les écoles, etc. Il faut qu'on ait maintenant le réflexe de se dire,
eh bien, nos anciens, est-ce qu'ils pourront accéder à la piscine? Est-ce qu'on va réserver des temps pour eux? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des animations liées à la piscine, etc., etc. Donc, avoir quelqu'un qui rappelle un petit peu les choses en disant, attention, n'oubliez pas nos anciens. Est-ce qu'on ne peut pas peut-être faire évoluer un tout petit peu le projet pour que nos anciens puissent en profiter? Et la troisième proposition, c'est de créer dans nos réalisations communales une clause vieillesse dans chaque. Alors, c'est un peu lié à la clause PMR qui est obligatoire, mais de se dire est-ce que dans telle réalisation, tel projet, nos anciens vont avoir toute l'attitude pour y aller. Alors, c'est différent de ce que je disais avant, hein, ce n'est pas l'animation, tout ça, c'est plutôt l'aspect plus technique. Est-ce que nos anciens pourront accéder, etc. Et je mets aussi dans ce volet, dans cette troisième proposition, l'aspect urbanisme qui est très important, avec des choses toutes simples. Quand on crée quelquefois un cheminement ou on réalise un projet, des maisons, peu importe, une crèche, etc., de mettre des bancs, tout simplement des bancs. Alors, ça paraît anodin, mais nos anciens, quelquefois, ils nous disent, moi, j'aimerais bien un peu marcher, même quelquefois avec un déambulateur, mais en fait, c'est trop loin pour aller d'un point à un autre. Donc, est-ce que mettre des bancs, enfin, je pense que c'est une bonne solution, et pas mettre des bancs devant un mur, et de mettre des bancs devant un peu d'animation, soit une école, soit une crèche, soit un terrain de foot, etc., etc. C'est des petites solutions qui ne coûtent pas cher et qui permettent aussi à nos anciens de sortir, même s'ils sont, alors soit ils sont chez eux, soit ils sont en EHPAD. Là aussi, j'ai un exemple très concret en tête, c'est de se dire, ben, je vais pouvoir aller de là à là en faisant une petite pause sur le banc parce que voilà, je vais pouvoir me reposer. Voilà, ce sont des petites choses. Donc, cette clause, elle permet de réfléchir d'un point de vue plus technique que l'animation à tous nos projets et d'avoir ce réflexe de se dire comment nos anciens vont pouvoir vivre et appréhender notre nouvelle construction, notre nouveau projet. Voilà. Merci. Véronique, au début de ce webinaire, vous avez évoqué un chiffre sur les danses. Vous n'avez pas quel lien, voilà, les maires, les aidants, les communes. Alors, oui, les communes dents. ont un rôle à jouer, notamment dans le repérage des aidants. Mais le premier point, le problème des aidants, c'est que quelquefois, ils ont du mal à s'identifier aidants, quoi. Ils sont dans le déni souvent. Les gens qui aident, ils se disent, ben non, je fais mon job, c'est normal, je suis le conjoint, etc., etc. Donc, peut-être le rôle d'un maire, à travers un CCAS ou un SIAS, c'est de repérer les aidants via peut-être les professionnels de santé qui vont au domicile, notamment, et repérer ces aidants qui s'essoufflent beaucoup plus quelquefois que la personne âgée. Donc là, c'est tout un système de repérage. Je sais qu'il existe dans beaucoup de communes des groupes de parole pour échanger sur le rôle des aidants. Là aussi, alors je vais vous redonner un exemple des herbiers, je suis désolée, mais on a destiné dans un EHPAD quelques chambres, je crois que c'est 3 chambres, à destination des personnes âgées pour qu'elles viennent, qui sont à domicile, mais qu'elles puissent venir 2, 3, 4 nuits, quand elles le souhaitent, ou quand l'aidant le souhaite, dans cet EHPAD, pour permettre à l'aidant de souffler. C'est-à-dire que l'aidant, il va avoir 2, 3 soirées à lui, il va pouvoir aller au cinéma, dîner avec des amis, tout simplement souffler. Et on a consacré 3 chambres, c'est de l'accueil temporaire, mais un peu différent, 3 chambres pour ces personnes, et ça marche du tonnerre. Et là, c'est pareil, bon, c'était un peu, on a été à contre-pente de ce que voulait l'ARS, mais finalement, on a réussi à convaincre. Vous voyez, c'est des petites solutions par rapport aux problèmes que rencontrent les personnes. Pour moi, l'accompagnement de la vieillesse, c'est ça. C'est des solutions, elles sont très pragmatiques par rapport aux situations que vivent soit les aidants, enfin les proches en général, et que vivent les personnes âgées. Merci. Yann Lanier. Alors, même exercice que celui que vient de faire Véronique, hein, en vous donnant des idées ou des conseils. J'en ai sélectionné 4 pour ma part. On va parler de culture. Véronique parlait de piscine et d'horaire.
Si vous avez des outils culturels sur vos communes, moi je vous incite déjà dans un premier temps à réfléchir à la question de la programmation et des horaires. De plus en plus aujourd'hui, et alors à Paris en tout cas, ça devient une tendance de fond, vous avez du théâtre à 19h. Vous avez des concerts beaucoup plus tôt, et c'est vrai que si on veut permettre à des personnes de conserver une vie culturelle et une vie sociale, le fait de réfléchir aux horaires, que ce soit sur des pratiques artistiques dans des associations, donc c'est aussi du travail à avoir avec de conviction à faire vis-à-vis de certains responsables associatifs ou de la programmation, cinéma, théâtre, etc. La question des horaires est fondamentale si on veut pas mettre de côté une population qui, pour tout un tas de raisons, de fatigue, de pas vouloir conduire la nuit, etc., ne va pas vouloir aller forcément à 21h au spectacle, par exemple. Et Mm. puis, moi, je suis convaincu que sur la question du domicile, on peut lier des choses qui ne sont pas liées aujourd'hui. Par exemple, le portage des repas à domicile pourrait aussi être facilement marié, en quelque sorte, avec une offre de la bibliothèque municipale. Et c'est pas compliqué à faire, ça coûte rien. Et on pourrait aujourd'hui avoir des choses intelligentes en termes aussi de se dire comment la culture, on fait du portage de repas à domicile, comment on peut aussi amener la culture à domicile des personnes. Et je pense que ce serait un progrès important. J'ai remarqué aussi que dans beaucoup de collectivités où les personnes vivent encore en maison ou en pavillon. Alors, Tariq le disait tout à l'heure, il y a la question de la taille du logement, mais il y a aussi la question de l'entretien des jardins. Vous pouvez avoir dans une commune des personnes vivant en appartement qui rêveraient d'avoir un jardin et des gens qui ont un jardin et qui rêveraient de pouvoir à nouveau que ce jardin soit entretenu, vivant, avec des gens qui soit cultivent un petit carré potager ou des enfants qui viennent un petit peu jouer sur une pelouse. Qu'une collectivité puisse essayer de marier ces désirs-là encore, celui de disposer d'un peu d'espace et celui de voir à nouveau un jardin revivre, c'est pas des choses très très compliquées à faire, c'est de l'intermédiation comme il peut en exister pour plein d'autres sujets, et parce que c'est un petit peu la majeure de mon engagement, c'est aussi un moyen de créer de l'intergénérationnel et de lutter contre l'isolement social. Et c'est bien là-dessus que deux autres propositions pour pas prendre trop de temps et être pragmatique là-dessus. Je pense qu'il faut impérativement, au début de mandat, élaborer un plan local pour le lien social, une stratégie de lutte contre l'isolement au niveau de la commune ou de la communauté de communes, en embarquant en quelque sorte les associations, les commerçants, la communauté de santé. Ça doit s'adapter à chacun des territoires. Et parmi les outils qui peuvent être intégrés dans cette stratégie, dernier exemple, beaucoup de communes, enfin beaucoup, des communes commencent à le faire et s'aperçoivent que c'est à la fois facile et que ça permet enfin, que ça donne vraiment satisfaction. Ouvrir la cantine scolaire une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours à des seniors isolés, quand on a une cantine, un restaurant scolaire sur sa commune, c'est des choses qui sont extrêmement simples à faire et qui fabriquent du lien social pour les personnes pour lequel aller déjeuner avec les enfants une fois par semaine, ça change littéralement la vie. Donc vous voyez, c'est quatre petites choses parmi tant d'autres, mais qui sont extrêmement simples à faire. Merci beaucoup, Yann. Et Tariq. Merci, je prends le fil sur les bancs avec la ville. J'y crois beaucoup aussi avec la ville d'Orvaux. On a développé les blabla bancs. Et donc, c'est des bancs qui sont développés dans la ville et qui, en plus, incitent à s'asseoir et à dialoguer. Donc, c'est aussi une opportunité pour lutter contre l'isolement et ça marche pas mal. Je crois beaucoup aussi à l'idée nous, on dit, voilà, il y a un PLU, il y a un plan local d'urbanisme, il faut un plan local d'humanisme, un PLH, comme tu disais, Yann, sur un plan local de lien social. Il faut réfléchir à ça en termes d'infrastructure, de planification, d'ingénierie. Comme on le fait sur le hard, il faut le faire sur le soft. Et là, on a un changement culturel. Et pour en avoir parlé avec plusieurs candidats des mairies, là, je sens que ça monte, c'est qu'il y a une prise de conscience de se dire les relations entre les gens, c'est quand même un point fondamental et il faut qu'on investisse et qu'on soit sérieux dessus. On l'a vu sur l'ANRU, il y a eu des milliards d'investissements.
pour rénover les bâtiments. Et à un moment, on s'est dit, on a oublié les relations. Et donc maintenant, il faut faire l'ANRU des hommes. Et on parle de l'ANRU des hommes. Et on le fait après, il faut le faire en même temps. Et donc, ce côté planifier, investir sur le lien, mais on n'est pas dans le registre des solutions frugales et rapides. Là-dessus, je voudrais donner 2-3 exemples. Tu l'as dit, Edouard, on a fait un rapport qui s'appelle Le pouvoir de fraternité des mères. Et on a beaucoup développé dans ces rapports l'idée des rituels, de recréer des rituels dans la société, en disant qu'on a une société qui a de moins en moins de rites et de rituels et qu'on ne peut pas faire société sans rites. Jérôme Fourquet, le politologue, le résume à sa manière en disant « on ne va plus à la messe le dimanche, on va chez Ikea ». Et donc, comment on sort de cette idée de marchandisation, individualisation, comment on recrée des opportunités pour se retrouver localement, à l'échelle de la commune, à l'échelle du commun. La commune, c'est le commun, avec l'impulsion des mairies. Et on est convaincu que les maires peuvent avoir un rôle dans la création de ces nouveaux rituels citoyens. Donc, 2-3 exemples sur lesquels on a pu travailler. Le premier, j'y vais vite parce que Yann l'a cité, c'est créer de manière régulière, 1 fois par mois, l'ouverture des cantines scolaires qui dépendent des mairies aux personnes âgées isolées du quartier ou de la commune, avec le CCAS, avec les petits frères des pauvres et d'autres. Ça marche dans 50 villes aujourd'hui. Nous, on l'a testé à Marseille, ça marche très bien aussi. Et ça produit des effets pour les enfants, pour les personnes âgées évidemment, mais aussi pour les personnels de cantine, parce que ça a le mérite de faire baisser la tension dans la cantine scolaire, et qui est quand même inattendu, parce que c'est très bruyant et il n'y a pas assez d'effectifs. Un deuxième exemple, sur l'énergie bénévole dont on parlait tout à l'heure, Edouard, ça s'appelle Samedi Bien, et on a monté ça avec une asso qui s'appelle Bénénova et beaucoup d'autres acteurs. On l'a monté à Marseille et maintenant c'est dans 10 villes. C'est un rituel d'engagement collectif, et donc un samedi matin tous les 3 mois, l'idée c'est de proposer 10, 20, 30 missions simultanées à l'échelle d'une ville, à l'intention de tout le monde. C'est des missions accessibles à tous et à toutes, et dedans on peut mettre beaucoup de missions en direction des personnes âgées, par exemple aller dans un EHPAD, passer une matinée avec les résidents, mais ça peut être plus large. Et évidemment, les personnes âgées, enfin les plus de 65 ans, peuvent être contributeurs et s'impliquer. Donc on aime bien l'idée qu'ils soient à la fois bénéficiaires et contributeurs. Et donc c'est un rituel d'engagement citoyen qui se finit par une fête. Et on a fait des très beaux moments festifs, y compris dans des EHPAD. Et on peut le thématiser, on peut faire un samedi bien intergénérationnel. On l'a fait en octobre dernier à Marseille, c'était spécial intergénérationnel, et ça s'est fini par un loto intergénérationnel avec des stand-uppers. C'était un super moment, très émotionnel, très désirable, comme je disais. Et donc, samedi bien, c'est pas cher, c'est de dire, voilà, en fait, les gens, ils ont envie de faire des choses, mais il faut que ça soit simple, pas chronophage, qu'on le fasse ensemble et que ça soit joyeux. C'est un peu la promesse de samedi bien. Et donc, un samedi matin, tous les 2-3 mois, une OP de bénévolat collectif où les gens s'inscrivent, viennent avec leurs enfants, viennent avec leurs amis, viennent rencontrer des inconnus. C'est mieux que Tinder, voilà, rencontrer des gens différents. Et les aînés peuvent participer et bénéficier. Et c'est dans 6 villes maintenant, et ça va être dans 10 villes. Et ce rituel d'engagement collectif, on peut l'instituer, le développer avec les mairies. On y croit beaucoup. Et ça fonctionne. Et beaucoup des gens qui viennent sont des primo-engagés. Et puis un dernier qu'on va tester là dans l'année qui vient, qui fait écho à ce que disait Véronique sur les jeunes retraités. On y croit beaucoup aussi. Ça s'appelle le pot du nouveau départ. Et donc on s'est dit, voilà, les retraités, ils font leur pot de départ. Les jeunes retraités, fin de carrière, il y a un côté un peu triste. Et si juste à ce moment-là, on proposait en même temps d'organiser un pot de nouveau départ, et pourquoi pas le faire dans les mairies, dans les belles salles des fêtes avec le maire, invitant les jeunes retraités du quartier, de la commune, pour leur dire, 1, merci pour ce que vous avez fait, et puis 2, vous avez un nouveau départ dans le champ de l'utilité, et voici devant vous 10 opportunités d'engagement local que vous pouvez saisir tout de suite. Et donc, on croit beaucoup aussi à le fait d'éliminer les intermédiaires, de créer des occasions de rencontre. Et donc, c'est une soirée festive, conviviale, en présence du maire ou de l'élu ou d'élus, invitant les jeunes retraités, les conviant, les célébrants, et leur proposant des façons de s'engager demain matin au service de leur commune. Et on va le faire avec la CNAV Île-de-France, un acteur d'innovation sociale qui s'appelle Make Sense, et puis dans 2 villes d'Île-de-France. Puis si ça marche, si ça vous intéresse, parlons-en. Mais on croit aussi à ce potentiel. À noter un chiffre qu'on aurait pu donner en intro, et je termine là-dessus, c'est que depuis 2 ans, l'engagement bénévole des plus de 65 ans, il devient inférieur à celui des 15-34. Donc on a un croisement des courbes depuis 10 ans. L'engagement des plus de 65 ans diminue, celui des 15-34 augmente, et les courbes se sont croisées il y a 2 ans. Et donc, il y a besoin de réinvestir l'engagement des jeunes retraités et de leur proposer un peu clé en main, et puis d'aller les chercher un peu. Voilà, il faut adapter aussi aux nouvelles manières de vivre. Ce mot retraité, il est quand même, on parlait de désir tout à l'heure, il est quand même très négatif. Il porte quelque chose de la mise en retrait. Donc, c'est compliqué de dire aux gens, mettez-vous en retrait, mais engagez-vous. En Espagne, je finis là-dessus, retraité se dit jubilados, jubilation, et on revient sur la recherche d'émotions positives
et de se marrer, de faire des choses qui ont lien avec la pulsion de vie. Voilà, je crois beaucoup à ça. Donc, des exemples de rituels citoyens qu'on peut développer à faible coût partout en France, avec des infrastructures et des acteurs qui sont finalement déjà là. Mais le leadership de la mairie, des élus, des équipes peut faire la différence. Merci beaucoup, Tariq. Merci beaucoup, hein. Là, je pense que ça a dû vous parler aussi, Véronique Bess, là, cette histoire de pot de nouveau départ. Complètement. Ça Ouais. ça a aidé à l'animation. Alors, j'ai une question, mais vous pouvez rebondir. C'est, euh, on a un peu parlé, c'est normal, ce n'était pas le sujet, mais quand même, en quoi l'État pourrait aider, faciliter la vie des communes à adapter leur commune au vieillissement de la population sans moyens supplémentaires? Est-ce qu'il y a pour vous des choses que l'État pourrait faire pour juste faciliter la vie des communes? Alors moi, je ne suis pas très optimiste. Je pense que l'État est plutôt là pour mettre des carcans et, euh, et enfin, pour pas vraiment faciliter les choses. Je pense on est vraiment dans les EHPAD, je vois, on est beaucoup dans les normes, dans les problèmes de tableau de bord à remplir. Enfin, c'est très administratif. Et ça, au nom de la sécurité et au nom, oui, c'est ça, de la sécurité, l'État ne facilite pas les choses. Je suis pas très optimiste sur ce que pourrait faire l'État. Je pense que le, le vieillissement, enfin le sujet du vieillissement, il est confié d'ailleurs sur le terrain au département qui s'en occupe au niveau notamment financier, au niveau de l'APA, etc. Après, moi, je crois beaucoup au rôle du département, mais avec les communautés de communes, comme le disait Yann, et avec les communes. Bien sûr, il faudra que l'État mette la main à la poche, comme il le fait aujourd'hui, pour tout ce qui est perte d'autonomie, enfin tout l'aspect financier dans le cadre du PLFSS, bien sûr. Mais moi, je pense beaucoup et je crois beaucoup aux solutions du terrain. Et c'est pour ça qu'il faut donner plus de liberté aux maires pour agir. On a peu parlé du logement, mais le logement, aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent, des colocations. Il y a Colombage, là, une association de jeunes qui, dans les grandes villes, permettent à des étudiants d'aller dans des appartements de personnes âgées qui ont de la place. Enfin, bon, et ça coûte 0 centime à l'État, 0 centime. Donc, il y a plein de solutions pour le logement, entre autres, mais il y a plein de solutions. Je pense à une association dans ma circonscription, par exemple, qui s'appelle Au temps d'une pause. Ce sont 3 anciennes aides-soignantes dans des EHPAD qui ont loué une maison et qui, avec un petit véhicule, chaque journée, elles vont chercher des personnes qui sont à domicile. Et alors, ça, tous les jours, ce ne sont pas les mêmes personnes, mais on peut y venir 2-3 fois par semaine aussi. Et elles leur proposent une journée d'animation, soit au sein de la maison, soit à l'extérieur, avec un déjeuner, donc, c'est des personnes qui se rencontrent, donc ça crée du lien. Et puis, les petites mamies, je pense aux petites mamies que j'ai vues récemment, ben, elles se préparent, on se fait belle, on met des bijoux, et ça fait un but dans la journée. Voilà, et ça coûte 0 centime. Il y a aussi des mécènes qui accompagnent cette initiative. Mais vous voyez, donc je pense qu'il ne faut pas tout attendre de l'État, parce que je pense que de toute façon, il n'y a pas d'argent. Donc, je pense que c'est une mauvaise pioche. Alors, une question là que je prends dans le fil, quelqu'un qui dit, je lis, hein, habitant à la campagne et futur élu, au féminin, futur élu, c'est ce qu'on vous souhaite. J'avais une idée d'un entre-deux entre le domicile devenu trop difficile, le jardin trop dur à entretenir, une maison collective avec chacun son espace, mais comment financer? Alors, je peux peut-être donner à cette future élue quelques conseils. On va rentrer là dans le champ du logement accompagné ou du logement inclusif. Donc, je ne connais pas le département de madame, mais c'est vrai que aller vers le département peut être une solution, notamment pour obtenir ce qu'on appelle l'aide à la vie partagée. La Fondation des Petits Frères des Pauvres contribue à des projets de ce type-là.
type-là également, mais de manière globale, le vrai problème, c'est la mise à l'échelle. C'est-à-dire, je rejoins Véronique, hein, quand on regarde aujourd'hui, et c'est pas du tout pour critiquer ces solutions-là, mais le logement, la cohabitation ou la colocation intergénérationnelle, on est sur des très très petits nombres de personnes, et j'ai vu les gens de Cohabilis il y a pas très longtemps. Le problème, c'est pas les jeunes, c'est les retraités pour ouvrir leur maison. C'est-à-dire que on a un vrai problème de communication autour de ces dispositifs-là. Donc, effectivement, il existe beaucoup d'initiatives, beaucoup de dispositifs où les gens mettent une énergie de dingue à trouver des financements, à les maintenir dans le temps également. Et alors, moi, je crois encore un peu en l'État. On devrait avoir un ou une ministre cette semaine. Ce sera la 8e depuis 2020. Ou le 8e depuis 2020. Et je crois que au moins l'une des missions qui doit être celle de cette personne, ben, c'est de pouvoir être aux côtés des élus locaux et sur le terrain pour encourager, coacher, incarner, aider à ce que des politiques se mettent en place et les faciliter plutôt que de les complexifier. Mais ça, c'est des fois un petit peu, c'est des fois un petit peu compliqué à faire. Et puis, ça suppose aussi d'avoir du temps, de s'installer, d'être reconnu dans le paysage. Et là, cette personne qui va être nommée a priori d'ici la fin de la semaine, elle va avoir bon an mal an un an devant elle, donc c'est pas beaucoup pour pouvoir faire cela. Mais sur le logement, oui, je crois que vers le département, il y a des choses à faire et si les financements sont maintenus à terme, ce qui est là aussi un autre sujet. Merci Yann. Il nous reste 4 minutes, ça passe vraiment vite. Je vous lis 2 questions. Vous répondez à celle que vous souhaitez. Une question de Muriel. Quelle prise en compte des personnes en situation de handicap qui ont également connu une forte augmentation de leur espérance de vie et désormais bien au-delà de 60 ans, donc la prise en compte par les communes des personnes en situation de handicap vieillissant. Une question d'Isabelle, est-ce que chaque commune ne devrait pas avoir un conseil des sages participatif pour la contribution des seniors à la vie de la commune? On y a répondu en partie, et pour leur donner une vraie place. Moi, je veux bien répondre sur le conseil des sages. Ouais. J'en avais mis un dans ma commune et je n'ai pas trouvé que c'était très concluant. Ça devenait un petit peu le tribunal des petites choses qui n'étaient pas réglées. Enfin, chacun venait. Alors peut-être que voilà, ça se passe pas toujours comme ça, mais on n'était pas sur l'aspect intérêt général. On était plutôt sur les petits problèmes de chaque personne autour de la table, sur le quotidien, le trottoir qui glisse. Les poubelles qui ne sont pas ramassées. Ça, on était un peu là-dessus. J'ai trouvé qu'on n'avait pas de hauteur de vue et je l'avais arrêté. Je crois plutôt à une réserve civique, là, comme je le disais tout à l'heure. Mais après, c'était peut-être une mauvais exemple, hein, mon conseil des sages. Mais je trouvais qu'on n'avait pas assez de hauteur et on était plutôt sur de l'intérêt personnel plus que sur de l'intérêt général. Bien. Yann, tu voulais... Oui, Tariq? Non, vas-y Yann, vas-y. Non, bah, sur le Conseil des sages, moi, ça fait partie des solutions que je propose dans le livre, mais surtout pas en l'appelant Conseil des sages, parce que je considère pas que les seniors le soient, et qu'il faut pas qu'on les range au rang de sagesse. Après, je rejoins Véronique dans l'appréciation qu'elle fait de ce qu'elle avait mis en œuvre. On peut vite être dans un peu ce qu'on connaît de moins sympa dans les réunions de quartier. C'est-à-dire que en plus, c'est toujours les mêmes. Donc, il y a aussi, je pense, des outils comme le tirage au sort, etc., qui peuvent être intéressants pour pouvoir arriver aussi à permettre à des gens qui sont pas forcément identifiés de pouvoir participer à ce type d'outils. Je pense qu'il faut leur adjoindre un budget participatif si jamais c'est mis en place, parce que autrement, effectivement, ça devient vite les comptables de ce qui va pas. Sur le handicap, là, le fait enfin, encore une fois, quand on parle notamment du handicap physique et de la manière de se déplacer dans une ville, en rendant la ville
beaucoup plus accessible aux handicapés, on la rend beaucoup plus accessible aux papas et aux mamans avec des poussettes. Le déambulateur est encore un outil qui est trop peu utilisé en France, avec des vraies questions, mais y compris de praticabilité des trottoirs. Enfin, pour moi, je vis dans une ville où c'est une vraie problématique d'entretien de la voirie et des trottoirs. Et je pense enfin, c'est une priorité, en tout cas, de faire en sorte que son urbanisme que son entretien de la voirie, pardon, puisse être, comment dire, utile à tous les déplacements piétonniers dans une ville, et notamment compatible avec les personnes qui circulent en fauteuil. Et puis, il y a aussi tous les outils de transport, hein, aujourd'hui. Faire du transport de personnes à mobilité réduite, ça a des coûts qui sont anormaux. Et là aussi, il y a certainement des solutions à trouver. Merci Yann. Allez, 30 secondes pour Tariq, 1 minute. Bonne nouvelle pour l'élu porteuse de projet. L'économie sociale et solidaire aujourd'hui se mobilise de plus en plus sur ces sujets du bien vieillir. Donc n'hésitez pas. Et alors, si Edouard veut faire le lien, moi, je pourrais vous orienter, que ce soit en termes d'investisseurs, d'accompagnateurs, de projets de ce type-là. Il y a beaucoup plus de mobilisation côté économie sociale et solidaire. Et puis côté État, moi je voudrais parler du SGPI, secrétaire général pour l'investissement, qui est rattaché au Premier ministre, qui investit 54 milliards d'euros pour le futur de la France. Donc qui gère notamment les plans de relance, le plan d'avenir France 2030, France 2040. Et force est de constater que le bien vieillir est absent ou traité uniquement par l'angle des médicaments et de la technologie domotique, et que c'est un signe et qu'on devrait se battre pour qu'il y ait le bien vieillir soit bien dans les tablettes du SGPI, et que ça soit considéré comme un investissement d'avenir. Et je crois beaucoup au fait d'investir sur quelques territoires un peu démonstrateurs du bien vieillir, qui mettraient cette question-là au cœur de leur projet avec ambition et transversalité, et qui donne à voir, je reviens à l'action du désir, à quoi ça peut ressembler une ville qui prend à bras-le-corps ce sujet sur tous les éléments dont on a pu parler, le logement, le transport, le soin, etc., etc. Parce qu'on a besoin de montrer, à l'instar de Copenhague, Bilbao ou d'autres villes japonaises, à quoi ça ressemble, et montrer qu'on vit bien, qu'on vit bien dans ces villes-là. Et aujourd'hui, on n'a pas ça, il nous manque ces preuves. Et le SGPI sert à ça aussi, via ses programmes d'investissement d'avenir, à soutenir des territoires dans un élan d'innovation, et charge à nous collectivement de demander à ce qu'il y ait un investissement fort à la hauteur sur quelques territoires démonstrateurs du bien vieillir. Et moi, j'entends bien vieillir, j'entends aussi buen vivir, comme on le dit en Amérique latine, dans les constitutions d'Équateur et de Bolivie. Cette manière de vivre plus agréable, plus connectée à la nature et aux autres, c'est pas un hasard si finalement ça résonne aussi avec le bien vieillir. Et c'est ça qu'on doit démontrer aujourd'hui, plutôt que rester dans l'idée d'une charge, d'un problème et d'un coût, et quelque chose qui nous pèse. Voilà. Bien, merci Tariq. Merci à tous les trois. Merci infiniment d'avoir joué le jeu d'une approche très concrète et pragmatique. Alors, on ne peut pas être exhaustif en 1 heure, mais c'était franchement très intéressant. Merci infiniment. Juste, je voudrais mentionner que pour ce qui est de l'adaptation des communes au vieillissement de la population, il y a d'autres ressources. Beaucoup vont de leurs propositions. Je pense notamment au réseau Ville Amie des aînés, hein, le réseau francophone Ville Amie des aînés. Vous pouvez taper sur Internet et ils émettent également des propositions à destination des équipes municipales, tout comme le SYNERPA aussi, le syndicat national des établissements privés pour personnes âgées, qui a émis également un certain nombre de propositions et de recommandations à destination des futurs maires. Voilà. Merci infiniment. Merci Véronique. Merci Yann. Merci. Eric. Merci à vous. Très bonne journée et à bientôt. Ce webinaire sera disponible sur